Bonsoir à tous. Les Togolais attendaient fermement la tenue de ce premier conseil des ministres. Eh bien, il a finalement eu lieu jeudi dernier dans la ville de Kara. Le chef de l'État et toute son équipe se sont retrouvés pour fixer les grandes orientations. Nous évoquerons ce sujet dans cette émission. Et puis après, nous parlerons des rapports, surtout le rapport du collectif des associations contre l'impunité au Togo, rapport de la présidentielle 2015, rapport qui a été présenté à la presse courant cette semaine. Je reçois pour en parler deux invités. Spero Maoulé, qui est le président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT, et Paul Amegakpo, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Vous l'aurez compris, ils sont tous deux des organisations de la société civile. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Niam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, les Togolais l'ont attendu très longtemps et finalement, le premier conseil des ministres s'est tenu dans la ville de Kara. Je vais vous inviter à suivre dans cet élément un résumé des grands axes de ce conseil des ministres. Une équipe resserrée derrière son chef, c'est l'image que renvoie cette photo de famille prise à l'issue du premier conseil des ministres du gouvernement Classou. Très attendu, ce premier conseil ministériel devait permettre à chaque ministre d'être fixé sur sa feuille de route et au chef de l'État de galvaniser ses troupes. Dans le fond des sujets évoqués, l'adoption d'un avant-projet de loi, d'un décret et deux communications. Le Conseil a examiné en deuxième lecture et adopté un projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, BIC, dans les États membres de l'UEMOA. Les BIC sont des institutions chargées de la collecte d'informations nécessaires à l'évaluation de la solvabilité des demandeurs de crédit. En adoptant le présent projet de loi, le gouvernement entend améliorer notre système d'échange d'informations sur le crédit en mettant à la disposition des institutions financières des outils efficaces d'analyse et de gestion des risques et en renforçant la supervision des activités de crédit. Le décret adopté par le Conseil au cours de sa séance de ce jour porte réorganisation de la police nationale. Ce texte se situe dans le droit fil du processus de refondation de nos forces de défense et de sécurité lancé par le président de la République. Ainsi, après les forces armées togolaises, la police s'engage à son tour dans la restructuration de son système organisationnel. La nouvelle organisation de la police s'articule autour d'une direction générale, de 2 régions de police, 5 secteurs de police, une direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, et un groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN. Les drames survenus dans les usines de Wassem et de la SNPT ne sont pas passés inaperçus au cours de ce conseil. Pas plus que les tensions liées à la fourniture des engrais au monde agricole. Le président de la République a saisi l'occasion de ce premier conseil des ministres pour réitérer sa profonde compassion aux familles endeuillées par les récents drames survenus dans les usines de Wassem à Tabligbo et de la SNPT à Haotwe. Il a donné des instructions pour l'accélération des enquêtes diligentées afin de situer toutes les responsabilités. Toutefois, et en attendant les résultats de cette enquête, le président de la République a demandé au Premier ministre d'engager d'ores et déjà des discussions avec les responsables de Wassem pour trouver les solutions durables aux défis sociaux qui se posent dans cette société. Abordant les difficultés rencontrées par le monde agricole, le chef de l'État s'est dit préoccupé par les tensions observées dans la fourniture des engrais aux agriculteurs. Il a exhorté les acteurs du monde rural et le ministre à prendre les dispositions nécessaires pour que les engrais parviennent à leurs destinataires. Il faut signaler que ce conseil s'est tenu juste au lendemain d'un séminaire gouvernemental qui a permis à chaque ministre, surtout les nouveaux, de prendre le pouls de la situation et mesurer l'ampleur de la mission. C'est le palais des congrès de Kara qui a abrité cette rentrée politique. Désormais, c'est l'heure du travail pour chaque ministre. Et voilà, ce sont les images de notre correspondant Alfred Mindissa. Paul Amegakpo, est-ce que vous voyez là l'image d'une équipe qui se met au travail? Oui, l'image d'une équipe qui se met au travail parce que c'est justement le résumé des travaux menés par le gouvernement, donc un conseil de ministres qui vient d'être présenté. Mais seulement, c'est une équipe qui se met tardivement au travail. Parce qu'il nous en souvient que les élections présidentielles s'étaient déroulées le 25 avril et déjà le 4 mai, il y a eu la prestation de serment du chef de l'exécutif. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons déjà
fait 2 mois au cours desquels aucun acte concret n'a été posé par l'exécutif. Or, beaucoup de traditions nous instruisent que les 6 premiers mois d'un nouvel exécutif sont décisifs pour amorcer des grandes réformes, des grandes innovations, surtout dans la logique des attentes majeures des populations. Et nous savons très bien que les attentes sont énormes, compte tenu des réalités que nous avions vécues avant la tenue de la présidentielle de 2015, notamment sur le Fonds social, notamment les exigences relatives aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, également la nécessité d'approfondir les bases démocratiques à travers la tenue effective des élections locales pour matérialiser la décentralisation. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont en attente et qui méritaient d'être prises en compte à bras le corps par le nouveau gouvernement. Donc, nous avons comme l'impression que rien n'a changé pratiquement, que c'est sûrement la même politique qui était menée de par le passé qui doit être reconduite, parce qu'à travers le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres, nous avons senti qu'aucune de ces questions que nous venons d'évoquer tout à l'heure n'a été posée et n'a été traitée. La question de Ouassem, les incidents malheureux que nous déplorons tous, qui sont intervenus au niveau de Ouassem, ont été soulignés, mais pas de la manière dont nous le voulons. Parce que nous savons très bien que les organisations de la société civile, pour une grande part, avaient attiré l'attention du gouvernement sur les conditions de travail des ouvriers dans des zones minières. Pas seulement à Ouassem, mais même jusqu'au nord, dans les marbres, dans les zones de fer, ainsi de suite. Et donc, pour nous, nous sommes encore sur notre soif par rapport aux travaux que le gouvernement a effectués. Et une touche peut-être particulière, cette première réunion, ce premier conseil de ministres s'est tenu au nord du pays, donc à Kara. Mais pour nous, c'est certainement dû au fait que les évalas sont proches. Je crois que c'est le 18. Ça a commencé ce samedi 18. Et donc, voilà, pour nous, rien n'a changé. Il n'y a aucune innovation, il n'y a aucune surprise. Et donc, nous attendons la suite pour voir. Maoulé Espero, vous avez le même sentiment que c'est la routine? On a attendu longtemps pour ne voir que finalement les mêmes choses? Mais je pense que j'aurais peut-être été même très content si c'était la continuité. Parce qu'il y avait des grognes qui étaient là, des grognes sociales qui étaient là. Tout le monde a déploré les difficultés des CHU du Togo, et les problèmes des fonctionnaires. Tout le monde sait que ça existe. Et le gouvernement qui était sorti n'a pas semblé amorcer des pistes de solutions. Et donc je pensais personnellement que à ce premier conseil, c'est des histoires qui seraient remises sur le tapis. Mais on n'en a pas entendu parler. Pas plus que malheureusement les problèmes de réforme qui étaient annoncés depuis. C'est vrai que le problème de refondation de l'armée semble plus tenir à cœur. Là, c'est la police. Oui, et on est en train de faire pour la police, dans la continuité de ce qui est fait pour l'armée. Et quand vous prenez ce conseil des ministres, en tout cas ce qui en a été dit, on a l'impression que ce gouvernement s'attelle uniquement au côté commerce et finance, économie, alors qu'on peut avoir de l'argent et ne pas être heureux. Il y a d'autres chantiers à explorer, il y a d'autres chantiers à conquérir avant de parler du développement économique. Vous voyez, quand on dit on a fait des projets pour le crédit, on a fait ceci, mais l'essentiel d'abord, et ça ne se fait pas voir dans un gouvernement que nous avons attendu pendant longtemps avant que ça ne soit mis sur pied. Et plus grave encore, quand vous prenez ce qui a été dit sur le problème de Ouassem, c'est vrai que j'ai été très content en entendant le mot compassion du chef de l'État, mais ça n'a pas débouché, par exemple, sur un mot d'ordre ferme pour que les sociétés, toutes les sociétés qui exploitent de la main-d'œuvre togolaise puissent se mettre à jour
sur les conditions normales et légales de travail dans notre pays. Et il a demandé au Premier ministre d'ouvrir des discussions avec les employeurs de ce secteur. De WASEM. Oui, non, de WASEM, de la SNPT, pour trouver des solutions, oui. Mais ce n'est pas les deux sociétés qu'on a au Togo. Ce n'est pas les deux sociétés. Mais ce n'est même pas simplement les conditions de travail en tant que conditions matérielles. Il y a même tout ce qui entoure. Prenez comment il y a eu des difficultés à Bandjeli, je crois, avec l'exploitation du fer. Il y en a partout. Vous savez, on ne doit pas faire les choses au cas par cas. Il est temps de prendre des mesures relativement générales pour permettre à ce que les choses avancent. On n'est pas obligé d'attendre qu'un incident ou un accident survienne dans une structure pour prendre des mesures par rapport à cet accident-là et continuer en attendant que, puisqu'il y a quelqu'un qui s'amuse à toujours dire que gouverner, c'est prévoir. Et donc, il faut mieux instruire pour qu'on prenne toutes les mesures pour éviter que des incidents arrivent, c'est vrai, mais qu'on revoie carrément les conditions de travail de nos ouvriers, de nos concitoyens. On va encore attendre que les gens se mettent en grève avant de chercher à trouver des pistes de solutions. Je pense que ce serait trop tard. Paul Amega-Potel, qu'on le voit dans certains pays, c'est vrai, on parlera de démocratie avancée, mais quand on voit la rentrée politique, ça a tout l'air d'une rentrée. Tous les ministres sortent du conseil et parlent à la presse et dévoilent leur feuille de route. Là, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a assisté à juste quelque chose de superficiel pour contenter ceux qui cherchaient à avoir un premier conseil des ministres? C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a rien apparemment de nouveau sous les cieux ou sur le ciel politique togolais. Nous avons toujours affirmé qu'il n'y a rien. Non, cela est dit à l'exploitation que les gouvernants font de l'espace de liberté qui est offert par la démocratie. Nous avons comme l'impression que c'est seulement pour les citoyens, lambda en général, que cet espace devrait profiter. Alors que oui, ça profite aux citoyens parce qu'ils sont libres de s'exprimer, ils sont libres d'affirmer leurs opinions, de faire ce qu'ils veulent. Mais surtout, ça oblige également les gouvernants à rendre compte de la manière dont ils gèrent ou de la manière dont ils veulent gérer les affaires publiques. Et donc, cette obligation de redevabilité, sinon de reddition de comptes, oblige normalement les ministres à communiquer davantage sur ce qu'ils font. Et nous savons que ce n'est pas ce premier conseil de ministres qui étonnerait depuis le fonctionnement de l'Assemblée nationale où rien ne filtre pratiquement. Sinon, c'est seulement les extraits que les professionnels de médias font ou communiquent au public sur 1-2 minutes de l'activité parlementaire, quel que soit le débat qui a eu lieu. Si nous prenons le gouvernement, un ministre qui voyage et qui revient ne rend jamais compte aux populations. Un ministre qui signe un accord dans son secteur donné ne communique rien du tout aux populations. Et donc, l'espace de liberté que la démocratie nous a offert est mal compris par nos gouvernants. Et donc, c'est ce qui se traduit par ce comportement où nous avons seulement le ministre en charge de communication qui... du coup, est le porte-parole du gouvernement et qui donne un extrait du Conseil de ministres. Et donc, aucun ministre individuellement n'est responsable de ce qu'il fait. Et vous savez, nous avons l'avantage d'approcher un peu les ministres. Et nous avons comme l'impression que le leadership managérial qu'un ministre doit avoir manque. Lorsque vous prenez les affaires qui concernent un portefeuille gouvernemental donné et que vous approchez le ministre, vous avez comme l'impression qu'il ne maîtrise pas l'agenda. C'est-à-dire, soit il a besoin d'un OK du Premier ministre ou même du chef de l'État qui est le chef de l'exécutif. C'est de bon ton. Mais le leadership, la première responsabilité incombe au ministre. Et donc, si les ministres se mettent dans ces conditions, on aura plus de communication émanant de leur part, plus d'informations de l'opinion des citoyens que nous sommes, parce que c'est nous qui sommes quand même le mandat, le premier mandat. Et donc le chef de l'État doit comprendre cet appel et cette exigence de redevabilité et faire en sorte que sous cette mandature, que les choses changent, qu'il y ait plus de communication du gouvernement vers les citoyens sur tout ce qui se fait, que les ministres aient le devoir de présenter aux Togolaises et aux Togolais tout ce qui constitue la politique sectorielle
que le ministre veut délivrer, comment il veut le délivrer, quels sont les moyens dont il a besoin, quels sont les moyens dont le département dispose et quels sont les grands défis. Ça permet aux populations de comprendre aisément un certain nombre de choses. Ça permet à la société civile de se mobiliser davantage pour contribuer à ce que ces politiques soient menées, soient conduites de manière plus efficace. Et donc, ça amène naturellement l'apaisement. Et donc, pour nous, c'est une politique qui n'a pas changé malheureusement. Et heureusement qu'il y a eu un séminaire ministériel gouvernemental en prélude de ce Conseil de ministres. Et donc, à notre avis, ce sont des questions que nous allons soulever comme appel, comme interpellation au gouvernement pour que les choses soient faites désormais autrement. Vous évoquez le séminaire, il n'y a même pas eu communication tout autour parce que notre correspondant qui était là n'a même pas eu droit de diffuser les images. C'est regrettable. Je voudrais qu'on revienne à ce premier Conseil des ministres qui s'est tenu à Kara. C'est une surprise parce que ce n'est pas habituellement là-bas. On peut faire tout de suite le lien avec les EVALA, d'autant plus qu'on nous dit que le gouvernement se met au travail, mais ils sont tous en train de suivre les EVALA actuellement. Ben, c'est ce qui m'étonnait tout à l'heure quand dans ta première question que tu as adressée à Paul, tu lui as dit le gouvernement est à vue d'œil en train de se mettre au travail. Je n'ai pas vu. Il n'y a pas d'indicateur par rapport à ce que nous avons eu comme image. Et nous pensons que ce n'est pas après un conseil des ministres qu'on se met au travail. Je pense qu'ils ont commencé par travailler un peu plus tôt. Déjà, on nous a dit quelques jours après, dans l'affaire de Ouassem, que les 5 ministres ont été sur le terrain. Il y a eu 2 anciens ministres. Oui, et 3 nouveaux qui étaient sur le terrain. Et donc, on considère qu'ils ont déjà commencé le travail. Mais maintenant, commencer le travail, mais quel travail? Et c'est là tout le problème. Je ne voudrais pas être aussi difficile que mon collègue Paul en disant que les choses ne se sont pas faites normalement. Je pense que c'est parce qu'on ne sait pas. Malheureusement, c'est l'impression que moi j'ai. Les ministres ne savent pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas. Et ils ont un portefeuille très clair qui est bien libellé. Mais le problème, c'est que le Conseil des ministres a coïncidé avec leur formation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fini d'être formés. Il y a les anciens ministres qui sont là. Eux, ils étaient déjà dedans. Ils ne le faisaient pas avant. Et donc, je pense qu'on doit leur dire de faire. Mais ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, c'est que quand vous voyez, par exemple, un ministre, même dans son propre domaine de compétences, quand il pose un acte qui est tout à fait naturellement l'acte qu'il doit poser en tant que ministre, il vous dira une belle phrase en disant sur instruction personnelle du chef de l'État. À croire que lui-même, en tant que ministre, il prend de l'argent par indulgence de la part du chef de l'État. Alors qu'en tant que ministre, il est en train de faire son activité, il y a des dossiers sur lesquels le président peut donner des instructions personnelles et directes. On peut nous en faire cas. Mais c'est toutes les fois quand les ministres parlent, ils disent toujours sur instruction du chef de l'État. Est-ce qu'ils savent qu'eux-mêmes, en tant que ministres, ils sont les premiers responsables? Et donc, ils sont responsables de tout ce qui se fait dans leur ministère, de sorte que quand, par exemple, un fonctionnaire agit, c'est le ministre qui est d'abord responsable, après que le Premier ministre ne soit responsable, que ça n'aille jusqu'au chef de l'État. Et il se cache toujours sur les instructions du chef de l'État, et finalement, on ne sait pas en réalité ce qu'ils font. Maintenant, au-delà de tout ça là, disons que quand vous prenez un certain nombre de démarches, un certain nombre d'actes qui sont posés, on a l'impression que la pratique démocratique, la pratique de l'état de droit, on ne maîtrise pas ça du tout au Togo. Il y a plein de choses qui se font. D'ailleurs même, le commun des citoyens ne sait pas, par exemple, que quand les ministres doivent s'asseoir, c'est par ordre de préséance. Et on pense que dès qu'on est ministre, tout le monde est ministre. Okay? Et c'est dû au fait que, malheureusement, quand vous prenez même le gouvernement qui nous a été présenté, on a l'impression qu'il y a un mélange pas possible. Parce que j'ai cru entendre qu'on a donné un ministre délégué près d'un ministre. Ministre délégué près d'un ministre. Je me demande ce que ça peut être. Secrétaire d'État près d'un ministre, je comprendrai. Mais un ministre délégué près d'un ministre, il y a un problème. Qui n'est pas un ministre d'État? Si c'est un ministre d'État, il y a quand même une certaine hiérarchie. Donc, on a un certain nombre d'éléments qu'on ne donne pas. Et quand vous prenez, même quand vous prenez les partis politiques, et c'est peut-être ça qui fait que, après les résultats, on a eu à attendre longtemps avant d'avoir un gouvernement. Normalement, quand il y a un parti politique bien structuré,
comme nous le voyons sous autres cieux, c'est que quand il y a le numéro 1 qui va aux élections, on sait pratiquement que celui qui va être Premier ministre, ça va être dans les numéros 2, numéro 3, numéro 4. Et bon, maintenant, on n'attend plus rien. Ou on sait déjà d'avance celui qui va être Premier ministre avant même que les élections ne se passent. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans du secret. C'est pas secret. On sait que quand celui-ci va gagner, voilà à peu près celui qui va être Premier ministre. Voilà, on sait ça d'avance. Et tout fonctionne très rapidement. Et on sait là où on va. Et malheureusement, là, on ne sait pas. Et même quand on a voulu nous donner le gouvernement, on a donné un gouvernement partiel. Il y a eu une liste, un autre décret qui est passé après, un autre qui est passé après pour avoir un gouvernement qui pose encore des questions. Peut-être qu'au cours de nos débats, on reviendra là-dessus. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais enfin, avant peut-être que tu ne me reprennes la parole, je voudrais quand même dire que, et ça j'insiste là-dessus, quand vous voyez ce qui a été dit du Conseil des ministres, on a vu quelques chantiers qui ont été pris en charge par ce premier conseil-là. Mais on ne semble plus parler par exemple, des réformes institutionnelles. Mais c'est important. Et on a dit qu'on a mis le Ashkroun avec Madame Awanana, qui doit former une commission. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Or, on a fait les élections le 25 avril. Et on a déjà fait pratiquement 3 mois. Et normalement, 6 mois après les élections, on doit commencer par voir quand même des débuts de résultats du nouveau gouvernement. Mais là, ça voudrait dire que jusqu'en 2016, on risque de n'avoir rien de concret en dehors des anciens chantiers qui étaient là, surtout le chantier sur la sécurité maritime. Apparemment pour lequel tout le monde... On va y revenir au cours de cette émission, mais je voudrais vous inviter à regarder cette photo-là. C'est avec la complicité de mon technicien, cette photo du gouvernement qui a été prise à l'issue du Conseil des ministres. Et si vous observez bien, le chef de l'État à sa gauche, il est flanqué de Soli Toki Esson. Alors je voudrais qu'on s'intéresse, Paul Amegapo, à ce monsieur. On n'a pas eu un décret de nomination, mais on l'a vu à la présentation de la déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Et il est sur la photo de famille, ça veut dire qu'il a assisté au Conseil des ministres. Est-ce que ça ne suscite rien en vous? Oui, je crois que ça suscite plein d'interrogations. Dans l'esprit de tous les Togolais. Spero a souligné tout à l'heure l'amalgame, la confusion que nous avons au niveau de la structuration même de notre gouvernement, et plus est la présence du ministre Soli Toki, qui jadis, a priori qui jadis était, bon, le nom semble être collé, donc le titre semble être toujours collé, hein. Excellence, monsieur le ministre, qui était jadis ministre chargé des affaires présidentielles au niveau du président de la République. Est-ce qu'il y a un décret qui n'est pas publié à ce jour et qui confirme Monsieur Soli Toki comme ministre de la République, parce qu'à notre avis, un ministre représente la République, un portefeuille, un secteur de la République, et donc mérite d'être connu par les citoyens, par les contribuables qui prennent en charge sa rémunération, qui prennent en charge l'hôtel de son ministère et qui prennent en charge également la mise en œuvre de sa politique. Et donc, à ce titre, simplement, nous avons besoin de savoir si le ministre Soli Toki demeure encore ministre de la République. Et donc, c'est une question, je crois qu'ici, on ne peut pas répondre parce qu'il se pourrait qu'un décret du président de la République ait été pris et qui ne soit pas porté à la connaissance des Togolais. Certainement est censé être rendu public, en fait. Oui, bon, puisqu'on n'a pas souvenance. Spero Maoulé. Je crois que moi, déjà quand on avait fait le discours programme au niveau de l'Assemblée, j'avais déjà été choqué par la présence du ministre Soli Toki et ça. Mais bon, j'ai émis une réserve. Et là, quand vous voyez comment la photo a été prise, et au premier rang, vous voyez le Premier ministre et le Président de la République. Et vous avez M. Ayasso, qui est ministre d'État.
Et Donc, vous avez la hiérarchie semble être respectée. Oui, Toméga, Madame qui est directrice Toméga, du cabinet. qui est ministre du développement à la base Et directrice de et directrice de cabinet. Bon, c'est pas ce titre normalement. Et donc apparemment, ça doit être numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Alors, M. Solitoki Essor était ministre des Affaires présidentielles. Ministre d'État. Ministre d'État, oui, chargé des Affaires présidentielles. Et je ne peux pas affirmer, je ne peux rien affirmer, mais je sais que quand, avec le gouvernement du Premier ministre Aoumé, on avait eu un décret particulier pour le prendre. Et à l'époque, ça nous avait tous étonnés. Ce poste-là, chargé des affaires présidentielles, on ne savait pas vraiment ce qu'il allait être dedans. Et est-ce que ça voudrait dire qu'on considère que c'est une personne qui n'est pas indirectement intégrée au gouvernement, ce qui nous aurait étonné et ce qui serait probablement anticonstitutionnel, parce que ça voudrait dire qu'on nous crée un vice-président, alors que la Constitution togolaise ne prévoit pas ça. Bon, maintenant, s'il est dans le gouvernement, ça voudrait dire qu'il est sous les ordres du Premier ministre Aoumé à l'époque, et donc la démission du Premier ministre Aoumé entraînait de facto sa démission à lui aussi. Et donc, s'il devait être à ce niveau-là, normalement, on doit pouvoir nous confirmer sa présence par un décret. Et sur les 3 décrets qui ont permis d'avoir le gouvernement actuel, son nom ne figure pas dedans. Mais s'il a été dans le box des ministres, et s'il apparaît au Conseil des ministres à côté du chef de l'État, ça nous interroge. Et je pense que ça aussi, ça rentre dans les droits de l'homme. C'est le droit à l'information du citoyen. Nous devons savoir à quel titre il est là-bas. Nous ne contestons pas sa présence. Il se pourrait qu'il y ait une raison qu'il soit là. Expliquez-nous la raison et on comprendrait, on verra si c'est une raison qui est fondée ou non. Mais pour le moment, je ne sais pas. Peut-être que c'est par décret et que ce décret ne le met pas directement dans le gouvernement. Et que d'ailleurs, si ce décret le mettait dans le gouvernement, ce serait avec quel portefeuille? Bon, maintenant qu'on sait qu'il y a des ministres dans ce gouvernement sans portefeuille, il y en a 2. Il y en a 2, un ministre près d'un Premier ministre sans portefeuille, un ministre près du président de la République sans portefeuille. Nous ne savons pas ce qu'ils font comme profession, comme métier, nous ne savons pas leur secteur d'activité, mais nous savons malheureusement que c'est l'argent du contribuable qui servira à payer leur rémunération. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Justement, Paul Amégapo, Spero le disait, c'est l'argent du contribuable que ces gens gagnent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on crée des ministères juste pour faire plaisir à des gens? Bon, oui, c'est le contenu, c'est la portée. Lorsqu'on fait l'analyse, c'est la portée que cela donne. Parce que un ministère a besoin d'avoir un cahier de charge. Et le cahier de charge doit conduire résolument à fournir des services publics précis aux populations. Parce qu'un ministre auprès du président de la République doit avoir un cahier de charge pour qu'on sente qu'il a pour responsabilité de contribuer auprès de la présidence de la République à mettre en œuvre un certain nombre d'actions publiques, d'actions qui rentrent dans le sens de l'intérêt général. Et donc, jusqu'aujourd'hui, la plupart du temps, nous ne savons même pas où se trouve le cabinet de ces ministères. Ça veut dire que c'est des ministres qui jouissent des prérogatives et des privilèges liés à ce poste, liés à ce titre, mais qui n'ont aucun compte à rendre. Parce que, évidemment, il n'y a aucun cahier de charge qui définit leur feuille de route, qui définit leur attribution et qui les engage à rendre compte de ce qu'ils devraient faire. Et donc, avoir 2 ministres sans portefeuille, un auprès du Premier ministre et le second auprès de la présidente de la République, du président de la République, ça pose un problème. Et parce que là également, au niveau de la formulation, ce n'est pas un ministre auprès de la présidence, c'est un ministre auprès du président. Or, nous savons très bien que l'institution, c'est la présidence de la République. Son titulaire, évidemment, c'est le président, mais l'institution, c'est la présidence de la République. Et donc, à notre avis, il y a quand même nécessité de clarifier un certain nombre de concepts au niveau de notre gouvernement et également par rapport à la question du ministre Solitoki. Je crois que c'est le lieu d'interpeller directement le gouvernement à clarifier la situation du ministre Solitoki pour que l'opinion soit située par rapport à sa position au sein du gouvernement. Parce que, à juste titre, nous avons actuellement, officiellement, un ministre auprès
du président de la République, donc qui occuperait logiquement le poste que le ministre Soli Toki occupait avant. Marlès Espérance, si on prend le cas du ministre Soli Toki, est-ce que ça ne vous dit pas aussi qu'il y a les classiques de l'ancien système RPT qui veulent toujours rester dans l'appareil? Est-ce que c'est eux qui veulent rester? Est-ce qu'on les oblige à rester? Est-ce qu'on leur demande de rester? Ils sont là. Il n'a pas refusé, il est là. Non, moi je constate qu'ils sont là. Et je ne leur donne pas forcément l'étiquette du RPT. Pour moi, c'est ce qu'ils sont. C'est ce oui, qu'ils ont été. Ils ont été dans le RPT, comme une bonne partie des Togolais qui ont été contraints d'être dans le RPT. Parce qu'à un moment donné, dès que vous êtes fonctionnaire, vous contribuez directement à la cagnotte du RPT. Donc il y a plein de personnes qui n'étaient pas de cœur ni d'adhésion dedans, mais qui étaient dedans. Bon, je pense qu'à un moment donné, nous avons tous été du RPT, d'une façon ou d'une autre, sans être de cœur. Et ça, c'est contraire à ce qui est le droit, parce que appartenir à une association doit être une adhésion. Ça, c'est entre guillemets. Bon, maintenant, je pense quand même que tant que nous n'avons pas les informations du secrétariat de la présidence ou du secrétaire du gouvernement qui nous clarifie la situation, non pas seulement du ministre Soli Toki, mais des deux autres ministres sans portefeuille, nous ne saurons faire des jugements par rapport à ce qu'ils sont. Parce que quand nous disons, par exemple, que le ministre près du président de la République, est-ce que ça ne fait pas doublon avec le ministre chargé des affaires présidentielles? Est-ce que les affaires présidentielles étaient un portefeuille? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quel budget est affecté à ce ministère-là? Et maintenant, le ministre près du Premier ministre, qui n'a pas de portefeuille, il va fonctionner sur quel budget? Et il va concevoir un budget en fonction de quoi? Est-ce que c'est simplement ce déplacement? On n'est pas obligé d'avoir un titre de ministre. Sur les activités à faire, le monsieur Soli Toki ou monsieur Pabré, je crois, peuvent avoir beaucoup de trucs à faire, beaucoup d'activités à faire pour le compte du chef de l'État. Mais on n'est pas obligé de les affubler du titre de ministre. Bon, maintenant, si on veut forcément leur donner le titre de ministre, il y a encore des portefeuilles qui n'ont pas été distribués. Qu'on donne à l'un des deux le portefeuille des droits de l'homme, on sait qu'on a un répondant. Qu'on donne à l'un des deux, je ne sais pas, qu'on prenne peut-être la formation civique ou quelque chose auprès d'un qui a 3, qu'on leur donne ça, qu'on sache quand même qu'ils ont un portefeuille. Parce que au-delà de ce que nous ne comprenons pas ici, sur le plan esthétique et de pratique démocratique, j'ai l'impression que les pays doivent se marrer un peu de notre gouvernement là. Parce que nous, en tout cas personnellement, je n'ai jamais entendu dans un pays démocratique un ministère près du président ou un ministère près du Premier ministre sans portefeuille réel. Donc il y a matière à demander vraiment à ce que ça se clarifie ou à ce que ça se corrige. Je me suis permis de jouer la défense du gouvernement en disant que j'ai l'impression que ce gouvernement a été formé à la va-vite. Parce qu'il fallait faire le discours-programme avant la clôture de la législature. Et maintenant, prenons les choses correctement. Le Premier ministre est installé. Recorrigeons les choses. Présentons-nous, qu'on nous présente un gouvernement qui soit lisible, qui soit clair, qui soit opérationnel et qui soit conforme aux normes démocratiques et à un état de droit. Je pense qu'en faisant ça, nous aurons encore sauvé les meubles. Parce que le reste, ça serait du forcing inutile. Ça voudrait dire qu'à la fin du mois, il y aurait des gens qui auront le titre de ministre pour prendre de l'argent, pour prendre des honneurs, pour prendre un certain nombre d'avantages, mais qui en retour ne sont redevables de rien du tout. Le problème, et ça aussi c'est un problème démocratique, c'est que quand par exemple le Premier ministre Aoumé partait, on a dit qu'il a donné sa démission, mais on n'a pas appris qu'il a rendu des comptes. Et normalement, on a dit, les ministres ont fait des passations. Mais quel genre de passation on fait? Est-ce qu'on nous dit, par exemple, que quand il partait, tout ce qui lui avait été confié en tant que matériel financier, matériel de travail, dossier, etc., est-ce qu'on nous a dit qu'il a tout restitué? Est-ce qu'il a fait les comptes de son ministère? Est-ce qu'un audit a été fait de tout ce qui a été fait? De tout ce qu'il a fait pendant sa période où il est passé comme ministre, avant que quelqu'un d'autre ne passe? On ne sait rien de tout ça là. C'est comme vous venez, vous faites votre job et à l'après vous partez. Et les ministres, parfois, ils partent avec les véhicules. Et c'est des véhicules de fonction. Ils partent avec. Ça veut dire que
quand il y a 2 ministres qui partent, ça fait 2 véhicules qu'on doit encore acheter pour le gouvernement. Oui, ça ne nous fait pas mal. Mais au moins qu'on nous fasse la comptabilité pour dire, voilà ce qu'un ministre coûte pour le pays. Et on verra si c'est opportun d'avoir officiellement 23 ou 24, mais qu'après, quand on fait les comptes, on se rend compte que ça fait 25 ou 26, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Paul Amegapo, je voudrais qu'on évoque également un dernier sujet, une dernière question sur ce sujet-là, c'est le retard qu'on met dans ce 3e mandat-là. Vous l'avez dit tantôt, on a mis beaucoup de temps pour trouver un Premier ministre. Ensuite, on a mis beaucoup de temps pour former un gouvernement et beaucoup de temps pour faire un conseil des ministres. C'est vrai que la Constitution ne donne pas de délai par rapport à ces choses, mais quand on se dit qu'à sa campagne, le chef de l'État nous a dit que ce serait un mandat social, est-ce que ce n'est pas des questions urgentes auxquelles il faut s'atteler rapidement? Absolument. Je crois que s'il y a un indicateur majeur par rapport auquel l'actuel gouvernement sera évalué, c'est naturellement l'indicateur temps. Parce qu'à notre avis, ce qui va exaspérer davantage le peuple togolais serait la lenteur dont le gouvernement la ferait montre tout au long de ce mandat. Et les 2 mois tels qu'exploités, tels que mis à profit actuellement, montrent que les performances sont en deçà de ce qui est attendu. Pour nous, le gouvernement actuel a la capacité de faire les choses autrement. Le président fort, élu sur la base d'un projet de société qui a été présenté, dont beaucoup de personnes ont connaissance, a montré qu'il ferait les choses autrement, un peu comme les autres candidats malheureux qui n'étaient pas là. Et donc, il était question de relever un certain nombre de challenges en démontrant aux autres candidats malheureux de cette élection présidentielle que les Togolais ont le droit ou la possibilité de vivre un renouveau politique. Et ce renouveau politique ne peut être d'une évidence que si des actes concrets sont posés. Et le gouvernement, à travers le chef de l'État, parce que c'est lui qui a quand même le mandat populaire, le suffrage universel, et donc qui pourrait imprimer ce rythme-là. Et à notre avis, ce n'est pas seulement s'exprimer en l'air, parce que les chantiers sont là et bien définis. Les chantiers de la réconciliation. Nous avions dit que mettre en place une commission pour les Togolais a l'air d'un dilatoire, c'est-à-dire de déjà vu. Parce que nous avons vu beaucoup de commissions, beaucoup de cadres de concertation qui ont produit des documents, de bons documents de réflexion, qui malheureusement n'ont jamais été traduits dans la réalité, qui jamais n'ont fait objet de matérialisation. Et donc pour la commission en charge des réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles de profondeur confiée à Wanana, nous avions insisté sur la nécessité de faire évacuer la recommandation 5 et 6 qui concerne la limitation de mandat présidentiel et également l'adoption d'un mode de scrutin qui permettrait une libre expression, une pluralité de l'expression politique autour de la présidence de la République. Et pour nous, le président de la République devrait montrer la bonne volonté juste au lendemain de sa prise de fonction en mettant tous les Togolais au même niveau. Parce qu'il y a eu sur cette question une étude Afrobaromètre qui avait montré que plus de 85% des Togolais voudraient des réformes. Et nous, en tant que société civile, nous avions mené des consultations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons nos organisations à Saint-Cassé, à Kmenjal, comme à Néron et partout à Palimé. Et tous les acteurs étaient d'accord qu'il faudrait limiter le mandat présidentielle et qu'il faudrait également accorder un second tour pour rendre les échéances électorales une festivité. Et donc pour nous, le président de la République ne doit pas être sourd ou indifférent à ce cri de cœur. Il y a un autre cri qui est également très retentissant. C'est celui relatif à la décentralisation. Mais avant cela, sur le premier volet où vous parlez des réformes, est-ce que vous avez cette impression de surdité du président de la République? D'autant plus que quand vous suivez le discours de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a évoqué les réformes en disant que la commission de réflexion allait poursuivre son travail.
Et je crois que c'est pour ça justement que nous nous exprimons. C'est-à-dire que nos mots sont suffisamment pesés. Il ne faudrait pas seulement faire des déclarations d'intention. Les Togolais n'en ont plus besoin. En tout cas, on n'est plus ici pour prendre acte des déclarations d'intention qu'on fera réveiller à la veille de la prochaine séance présidentielle, c'est-à-dire dans 5 ans. Nous voulons que ce qui pourrait être fait aujourd'hui soit fait aujourd'hui. Et lorsque nous faisons appel aux attentes des Togolais, et je l'avais dit tantôt, que le principal indicateur pour mesurer la performance de l'actuel gouvernement, c'est l'indicateur temps. Et donc, tel que le Premier ministre l'a dit, pour nous, c'est une prise en compte des préoccupations en général. Maintenant, la matérialisation de cette préoccupation demande que des actes concrets soient posés. Et donc, d'ores et déjà, il faudrait, pourquoi même pas créer un ministère qui aura pour responsabilité la réconciliation nationale et donc prendre en compte toutes ces questions. Parce que, à mon avis, je ne sais pas les capacités de Madame Awanana, capacité politique, hein. Je ne doute point de ses capacités intellectuelles et de sa probité morale, mais de la capacité politique à pouvoir créer un cadre inclusif multi-acteurs qui regrouperait à la fois l'opposition et la majorité autour de ces questions de réforme de profondeur à l'heure actuelle. Et donc, si le gouvernement tenait à cœur la matérialisation de ces réformes, à notre avis, les ministères qui sont actuellement sans portefeuille pouvaient avoir un contenu par exemple en charge de la réconciliation nationale et de la prise en compte effective des questions de réforme. Et donc sur cette question, à notre avis, ce gouvernement aura beaucoup à répondre au peuple togolais, à répondre vis-à-vis de l'histoire si on jouait encore à ce tour de passe-passe jusqu'aux prochaines échéances ou laisser les mois passer sans que le Togo renoue effectivement avec les principes généralement partagés au niveau de la sous-région et relatifs à la limitation. On va écouter Maoul Espéro sur cette même question des réformes. Ça vous tient à cœur également au CACIT? Je voudrais d'abord souligner un peu mon désarroi par rapport à nos acteurs politiques. Je sais qu'ils ont leurs agendas personnels, particuliers, qu'ils ont leurs priorités, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si on ne commence pas à en parler très tôt, on risque d'être encore là à traîner, et à quelques 6 mois, 5 mois, ou peut-être, je ne sais pas, 1 an des élections présidentielles, donc en 2020, ce problème-là va revenir. J'avoue que ce problème-là est fondamental. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, je ne pense pas que nous pourrons faire des avancées notables, que ce soit en matière de démocratie, que ce soit en matière d'état de droit, si nous ne faisons pas ces réformes-là. Il ne s'agit pas simplement, contrairement à ce que les gens pensent, à toucher seulement à ces 2 éléments-là. Il y a d'autres éléments qu'on doit forcément inclure. Comme le disait tout à l'heure Paul, il est vrai qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Madame Awanana est médiateur de la République, est chargée de la réconciliation puisqu'elle préside le Haut Commissariat et elle est à la tête de la commission des 109. Je pense que c'est des chantiers énormes. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, son institution n'a même pas encore de local. Or, quand on a nommé les gens de la commission, il y a eu des activités qui ont été faites. Il y a eu une médiatisation extrême pour dire que voilà, maintenant on prend en compte la réconciliation. Jusqu'à présent, rien de concret. Quand nous avons fait, pendant la période des campagnes, les grands débats, nous avons invité les candidats à venir s'exprimer et on leur a posé des questions sur les réformes. Tout le monde a semblé être d'accord sur le fait que les réformes devaient être faites. Maintenant, quand? Parce que les réformes, quand nous pensons que c'est toute la refondation du pays qui doit être dedans, mais les élections locales doivent être faites rapidement. Or, les élections locales peuvent avoir des éléments à prendre en compte dans les réformes. Alors finalement, est-ce qu'on va continuer encore par fonctionner jusqu'à un certain moment avant de faire les réformes et de se rendre compte, par exemple, qu'il y aura des mesures qui doivent être prises, mais qui seront
peut-être un peu difficile parce que les actes ont été posés antérieurement et ne permettent pas, avant de changer les choses, où il faut Alors faire les justement, choses. sur cette question-là, où le Premier ministre, lui, il a fait son discours. Nous avons eu les mêmes mots dans le discours d'Ahomey Zounou. À la fin, il nous a dit qu'il est allé au-delà de la feuille de route. Le constat est que les réformes n'ont jamais été faites. Ce Premier ministre a fait la même chose. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas que les organisations de la société civile jouent à la veille quand même pour éveiller ces gens-là, ou même que les partis politiques reprennent cette question-là, malgré que les élections soient déjà passées, reprennent cette question-là pour que ça ne soit pas mis aux oubliettes? Nous déjà, au niveau de la plateforme citoyenne Justice et Vérité, dont fait partie le CACIT, nous avons déjà initié un atelier, une formation, où on a regroupé un certain nombre d'acteurs pour reparler justement du Haut Commissariat et de ces activités de réforme. Parfois, on a l'impression que sur certaines questions vraiment fondamentales, c'est plutôt les gens externes qui voient mieux que nous-mêmes, les citoyens. Vous prenez par exemple le discours de l'ambassadeur de France lors du 14 juillet. Il répète, il a dit clairement qu'il faut faire maintenant les réformes. Vous prenez l'ambassadeur d'Allemagne, il a dit la même chose. Même l'ambassadeur des États-Unis. Même tout le monde dit la même chose. Mais jusqu'à présent, nous semblons ne pas en faire vraiment une urgence. Nous, c'est qui? Nous, le peuple togolais, d'abord... Le peuple s'est déjà exprimé, oui, même le sondage l'a révélé. Oui, le sondage l'a révélé, mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'apparemment, il ne s'agit pas simplement de se taire. Il faudrait quand même qu'on manifeste s'il le faut. Oui. Ben oui, parce que... Justement, je rebondis. Il y a eu une initiative tant saluée et qui est encore en cours par la concertation nationale de la société civile, qui à travers un projet de plaidoyer voudrait comme action ultime la collecte de signatures de pétitions pour diligenter un référendum d'initiative populaire. Et le processus, 500 000 signatures. Et donc, il y a eu un moratoire dû à l'agenda électoral parce qu'au même moment, tel que les choses allaient, à partir du mois de janvier, où la proposition de loi introduite par l'opposition parlementaire a échoué au niveau de la commission, il était question de constater que les deux voix réservées à la fois à l'exécutif, disons aux politiques, donc au gouvernement, donc le projet de loi qui déjà avait été rejeté en juin 2014 et la proposition de loi avortée également au niveau de la commission, il ne revient qu'aux populations, au peuple togolais, au peuple souverain de prendre sa responsabilité. Comment? Oui, c'est par les pétitions. Par les pétitions. Par les pétitions, faites des pétitions, dépose au niveau et du gouvernement et de l'Assemblée pour montrer que nous avons des besoins impératifs qu'il faut satisfaire. Et donc, sur cette question, le peuple ne reste pas les bras croisés. Et donc, le mois d'août, ce n'est pas un fait d'annonce parce que c'est quand même structuré et j'espère que c'est l'occasion qui est offerte et que nous le disons. Le mois d'août est le mois de collecte des signatures, selon la planification qui est là. Et nous croyons à la capacité, à la volonté des citoyens, parce que la contrainte à ce niveau, c'est que ce sont les électeurs qui devraient apposer leur signature. Ce ne sont pas les citoyens pris dans leur ensemble. Et donc, il y a une rigueur et une méthode qui accompagne cette collecte, mais toute cette infrastructure est en train d'être mise en place pour donner la parole, la voix au peuple togolais à travers ces signatures afin d'engager les acteurs politiques à aller à ces réformes. Et à notre avis, ça serait un rendez-vous historique. Un rendez-vous historique du peuple togolais avec lui-même à prendre en charge ou en main ses propres destinées en faisant en sorte que ces réformes soient traduites dans la réalité. Seulement que cette initiative de réforme n'est pas aussi globalisante parce que ça ne concerne que les recommandations 5 et 6 de la CVJR. Et c'est pourquoi nous disons que s'il pourrait avoir un cadre un peu plus élargi, ça serait bien. Ça veut dire que la dynamique doit regrouper toutes les forces de la nation qui trouvent nécessaire, que ce soit les forces de la société civile ou les forces politiques, qui trouvent que les réformes là seraient salutaires pour le Togo, de s'aligner, pas de s'aligner, mais de contribuer, de s'associer à cette dynamique pour faire en sorte que la collecte de pétitions soit effective. N'oublions pas que les 500 000 signatures, c'est quand même pas
c'est quand même pas facile, hein, et en plus, parce que vu l'électorat, oui, non, mais c'est pas évident. Ça serait un travail très acharné, mais pour nous, nous avons la conviction que la mobilisation sera forte. Ce n'est pas seulement 500 000 à Lomé, c'est surtout le Togo. Oui. Sur toute l'étendue du territoire. Pour nous, l'avantage, c'est que nous constituons quand même une organisation assez représentative et nos partenariats avec le CACIT, avec le GF2D, avec d'autres organisations et également avec les organisations confessionnelles, donc du monde religieux qui nous appuient, montrent que l'occupation du terrain ne serait pas une grande difficulté, mais c'est la sincérité, la méthode qui permettrait à un temps record, parce qu'il ne faudrait pas être trop large également, trop élastique par rapport au temps en ce qui concerne la collecte de cette pétition. Donc, c'est quand même une réalité et que les Togolais vivront cette expérience-là dans un bref délai. Oui, je voudrais dire que tout en adhérant entièrement à cette démarche, je pense que c'est à croire qu'on veut toujours faire l'économie du développement du pays. C'est-à-dire qu'au lieu de nous laisser faire tous ces efforts-là, j'avoue que même quand on dit 500 000 signatures, eu égard à l'intérêt de la chose, c'est facilement on peut l'obtenir facilement. Sauf que ça nécessite une certaine fiabilité qui font qu'il y a des règles bien précises. Mais le chef de l'État, à plusieurs reprises, lui-même a déjà dit il faut faire. Mais c'est ce que nous disons tout à l'heure, on a passé l'étape des bonnes intentions. On a besoin maintenant que des actes concrets soient posés. Il faut maintenant que vous voyez, quand par exemple, le Premier ministre a fait son discours programme, il en a parlé. Il a dit on va aller aux réformes. Et chaque fois que le chef de l'État parle, il n'oublie pas de dire on va aller aux réformes. Mais quand? Parce que on a l'impression que c'est relégué au second plan. Pour nous, ça fait une priorité. Et tout le monde doit comprendre. Parce que il faut d'abord avoir un cadre politique, un cadre national bien assis, démocratiquement utilisable pour maintenant avancer dans le domaine du développement. Parce que si ça ne sert à rien, par exemple, que l'économie prospère, qu'il y ait suffisamment d'entrées de fonds et que ça ne profite qu'à 20% des Togolais parce que les structures ne sont pas telles que quand les 20% là ne permettent pas de s'élargir vers les autres puissent leur demander des comptes. Aujourd'hui, on ne demande compte à personne. La dernière fois, pour montrer que le gouvernement et l'Assemblée travaillent bien, on nous a sorti une commission contre la corruption. Une commission de plus, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la Cour des comptes, quand est-ce qu'elle nous a rendu compte que voilà, on a fait. Nous avons des dossiers dans ce pays où les directeurs ont eu des comportements qui ne sont pas nationaux. Je vais dire, ils ont pratiquement détourné, ou en tout cas, il y a un flou par rapport à leurs exercices, mais ils ne sont pas inquiétés, ils sont toujours là, on n'a rien dit, et on continue. Mais le pays vit. On a besoin que des comptes soient rendus, on a besoin que les choses se fassent dans les normes démocratiques. Vous voyez, par exemple, quand nous, par exemple, nous sommes de la société civile, il y a des choses que nous voulons dénoncer. Les gens vous soufflent que voilà ce qui se passe. Quand vous lui dites, est-ce que vous êtes capable de reconnaître que c'est vous qui avez dit? Il dira non. Ça veut dire qu'on a des dossiers qu'on ne peut pas prouver. Nous, les médias. Oui, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, mais qui sont des réalités. Il y a des directions nationales, je parle des services de l'État, des sociétés de l'État, qui sont extrêmement mal gérées, où on ne sait pas vraiment, quand on dit qu'il y a élection, on dit telle société a offert tel montant pour financer les campagnes. Tout ça, là, ça rentre dans une comptabilité que nous ne voyons jamais. Est-ce que les directeurs des sociétés d'État sont propriétaires des ressources des sociétés d'État? Pas du tout. C'est l'État qui est propriétaire. Et donc, normalement, quand la Cour des comptes fait ses activités, cette Cour des comptes doit pouvoir nous dégager ceux qui sont de bons élèves, ceux qui sont de mauvais élèves. Et il faut sanctionner s'il le faut. Il faut renvoyer des gens. Et si il ne faut pas encourager l'impunité. Et si, par exemple, on a vu que vous avez fait des malversations, il faut répondre devant la justice de ces malversations-là. Parfois, on a l'impression que le pays fonctionne en 2 poids, 2 mesures. Il y a des gens, quand ils font des atteintes, ils font des entorses à la loi, on est prompt à les sanctionner. Mais par contre, d'autres, quand ils le font, on fait comme si on ne regarde pas et la vie continue en rose. Et ça, ce n'est pas un facteur
qui militent pour dire que le Togo est un pays démocratique et un état de droit. Paul Amegapo, quand on écoute tout ceci, on sent que les aspirations populaires sont importantes, mais c'est comme le peuple manque d'espace d'expression. Effectivement. C'est-à-dire que, excusez-moi, je l'ai dit tantôt, nous devons redéfinir notre espace d'expression, hein, de liberté. Je le dis tout court comme ça. Il y a un constat que j'ai vécu. Hein. Je voudrais le raconter avant de rebondir sur votre question. Il y a eu un accident qui s'était produit au cours de la semaine et c'était devant moi. Donc à 3 mètres, je roulais, j'allais aussi à voiture. Et immédiatement, j'ai volé au secours de l'accidenté, dont c'est une dame qui coulait du sang et on attendait à appeler le 112 ou les services d'urgence. Et je me dis, mais tel qu'elle coule du sang, en attendant que l'ambulance en arrive, elle peut trépasser. Et donc, je l'ai amenée au centre de santé. Et vous savez, lorsqu'on était arrivé, il y a l'infirmière qui nous accueillait, une jeune dame. Je ne lui prête pas l'âge, mais je crois qu'elle ne dépasserait pas les 30 ans. Et la première question, Madame, asseyez-vous, il faut qu'on aille chercher le carnet. Je lui dis, mais Madame, elle coule du sang. Ça fait déjà à peu près une dizaine de minutes qu'elle est accidentée. Et à mon avis, il faudrait quand même commencer par prendre soin d'elle. Elle dit non, sans le carnet, elle ne peut rien faire. C'est la réponse qu'elle m'a donnée. Et j'étais allé acheter le carnet seulement à 600 francs. Et donc c'est après avoir obtenu le carnet en main qu'elle demande à la dame de la suivre. Et je me dis, vous voyez un peu, c'est-à-dire quand on le dit, c'est comme si on mène un discours qui est déconnecté de la population. Mais c'est la réalité que la population vit. C'est-à-dire que tu peux avoir même l'argent dans ta poche. Si tu arrives seul à l'hôpital accidenté et tu n'es pas capable d'aller obtenir le carnet, tu peux mourir sur les bancs de l'hôpital. Et ça, c'est ahurissant. Pour nous, il est important que les réformes dont on parle, qui sont d'ordre macro, c'est-à-dire qui sont d'ordre général, et qui nécessitent d'opérer des transformations de profondeur, qui peuvent toucher les populations lambda jusqu'à la base, constitue pour nous une priorité. Parce que ce que les Togolais vivent, c'est ahurissant. Quand on dit qu'un département ne travaille pas, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de la Santé, depuis un moment, était rattaché à la primature et où réellement les contours des politiques qui sont menées, des actions publiques qui sont menées, ne sont pas bien définis. Et donc, du coup, il n'y a pas une prise en compte réelle des problèmes qui affectent le secteur pour motiver à la fois les agents. Et par contre, la seconde anecdote, c'est ma soeur était malade, donc je quittais même là pour arriver. Elle était admise au centre de santé du camp d'Adido Gomé. Je ne sais pas comment il s'appelle le camp là, exactement. Et elle était admise là. C'est la première fois que je notais d'ailleurs qu'il y a un centre de santé ouvert au public, au cœur même du camp. Et lorsque vous voyez la prestation, vous sentez qu'il y a une discipline. C'est-à-dire qu'il y a une éducation des agents à rendre service aux patients qui sont présents. Tout est fait à temps réel. Et c'est notre paradoxe au Togo. Nous voyons dans un camp les prestations de services qui se font bien et nous voyons les civils comme nous qui rendent service à d'autres services dans les mêmes centres de santé publics et qui sont mal donnés. Ça veut dire que ce que nous avons besoin aujourd'hui comme réforme, ce n'est pas seulement faire des réformes constitutionnelles, institutionnelles, des réformes politiques, mais également être à l'écoute attentive des besoins des populations, prendre des mesures réglementaires, des circulaires, des avis, pour que les fonctionnaires de l'État sentent que, leur travail, c'est fournir le service public à tous les citoyens. Le service public, c'est sans intérêt, c'est d'intérêt général, et donc concerne tout le monde, et avoir la motivation première qui est de rendre service. Et donc c'est ce qui manque aujourd'hui au niveau de notre pays. Et quand on en parle,
et on voudrait que les grandes réformes soient vite entreprises. C'est justement pour qu'on puisse laisser tomber ces guéguerres, en fait, tous ces débats qui entourent toujours les grandes réformes, pour descendre maintenant vers le contrôle citoyen de proximité. Pas seulement dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, l'environnement, la salubrité publique. Il y a un certain nombre d'actes à poser à tous les niveaux, la circulation routière et j'en passe, pour que lorsqu'on arrive au Togo, lorsqu'un étranger arrive, qu'il dise mais ce sont des citoyens qui sont polis, qui sont disciplinés, qui ont de l'ordre, le sens de l'ordre, le sens du devoir, le sens du respect mutuel. Et donc ce sont des vertus qui aujourd'hui n'ont pas encore totalement de demeure au niveau de notre pays. Quand je dis totalement, certains me diront que ce mot est exagéré, diront peut-être non, quasiment pas de demeure dans notre cité et qu'il fallait interpeller. Et donc, nous lançons un appel pressant au gouvernement actuel à faire en sorte que les grandes réformes, la tenue, les réformes politiques institutionnelles, la tenue des élections locales pour responsabiliser les acteurs de proximité, à fournir des services publics de proximité, de qualité aux citoyens, que ces grandes réformes soient rapidement traduites dans la réalité, afin qu'ensemble, nous puissions instaurer un cadre de gouvernance participative où les gouvernants seront en mesure de rendre compte, pas seulement au sommet, mais à travers leur démembrement, jusqu'aux agents, à quelque niveau qu'ils soient, rendre compte de ce qu'ils font afin que les services publics soient plus efficaces et que les citoyens trouvent leur compte dans la fourniture d'un certain nombre de services publics. Aspect Romaou, les dernières questions pour quitter ce sujet avant d'évoquer votre rapport. Est-ce que le développement que Paul Amegapo a fait renvoie simplement à la question de la décentralisation? Mais absolument. De la décentralisation, certes, mais également de l'information de la population. Vous savez, nous disons aujourd'hui que des efforts sont faits et qu'une bonne partie des Togolais est alphabétisée. On fait maintenant l'effort, il y a même des formations pour les personnes âgées. Mais les informations académiques ne sont pas forcément ce qu'il nous faut. Il y a beaucoup d'informations civiques, beaucoup d'informations morales donc on a besoin de donner à la population. Les anecdotes qu'il a données, il y en a plein d'autres. Mais vous n'allez pas me dire que vous ne remarquez pas quand vous voyez un policier, les policiers qui sont chargés de réglementer la circulation. Vous les voyez parfois en dehors des heures de pointe où ils font bien leur activité. Et quand le feu de signalisation ne travaille pas, ils ne sont pas là pour nous aider. Mais quand ça travaille, ils sont là pour vous bloquer quand vous avez dépassé et prendre de l'argent. Mais ça pose toujours un problème. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent que le pays ne fonctionne pas bien. En Europe, quand vous avez besoin de vous localiser, vous avez confiance quand vous voyez un policier passer. Vous l'approchez, il vous indique. Ici, quand vous voyez le policier, c'est la crainte. On préfère plutôt partir. Je voudrais quand même féliciter une initiative du gouvernement qui est sortie, qui a commencé par faire, je crois, une formation civique à la télé où on montre, par exemple, une dame qui utilise l'électricité du pays pour faire du jus, etc. au service. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a la télé, mais c'est déjà un début de sensibilisation. Mais dans tous les cas, je pense, comme nous le disons jusque-là, qu'il faut peut-être laisser un peu l'aspect politique des choses au Togo pour aller sur le concret, le quotidien du citoyen. Nous, par exemple, aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas qui est président, qui est ministre, etc. Ce qui doit nous préoccuper, c'est que quand je me réveille le matin, je sais que je pourrais avoir les 3 rations de nourriture qui existent, le matin, midi, soir, que quand je suis malade, je puisse aller dans un centre sanitaire qui va être pour moi un centre d'accueil et de soins et non un mouroir. Je ne dois pas dire, parce que parfois vous allez à l'hôpital, on vous dit, si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas du tout. Mais, ou alors on vous dit, on attend qu'un de vos parents vienne répondre avant qu'on vous soigne. Vous voyez, ça ne met pas le citoyen togolais en sécurité. Et pourtant, quand vous prenez tout ce qu'on prélève sur nos achats en tant qu'impôt, tous ces citoyens-là contribuent quand même à payer ceux qui travaillent pour la fonction publique. Et donc, il n'est pas normal qu'on ne pense pas à aider la population togolaise. Il ne s'agit pas d'exhiber fièrement quelques œuvres qui sont réalisées.
on voudrait plutôt qu'on aille dans le concret. La dernière fois, comme information, on nous montrait que les parlementaires ont un siège. En quoi ça agit unir. Oui, en quoi ça agit sur le quotidien du Togolais? Ça ne nous intéresse même pas. Mais quand on nous dit par exemple que les parlementaires de UNIR se sont rassemblés pour voir dans quelle mesure aider la population togolaise, voilà une bonne nouvelle pour nous. Okay? Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs du Togo, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de rien du tout, nous devons tous penser à l'intérêt national. Et pour terminer sur ce sujet, nous avons participé à une conférence qui a été animée par Monseigneur Bariga. Et ça a été émouvant de voir, par exemple, Monseigneur Podro dire que tout le problème du Togo vient du fait que nous ne respectons pas le bien commun. Et le bien commun dans un pays, c'est tout ce qui fait notre souveraineté. En commençant par la Constitution, en commençant par en continuant avec, par exemple, les symboles du pays, les emblèmes, le drapeau national, etc. Si nous nous mettons tous à respecter l'intérêt commun, je pense que nous pourrons faire des choses pour ce pays. 56 000 km, je le répéterai toujours, 56 000 km seulement. Mais avec phosphate, avec port, avec tout ça là, je pense que nous pouvons vraiment nous faire appeler la Suisse de l'Afrique, même de façon beaucoup plus améliorée. Si nous décidons tout simplement à nous mettre véritablement au travail, mais surtout à nous mettre au service de l'intérêt de tout le monde. J'ai voulu qu'on quitte ce sujet, mais le débat est intéressant. Je voudrais revenir toujours à la question de l'espace pour les citoyens. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Togolais ne savent pas, par exemple, que quand vous amenez quelqu'un à l'hôpital et qu'il décède, on peut même porter plainte pour homicide volontaire ou involontaire. Ils ne le savent pas. Il y a des choses très concrètes que le peuple doit savoir. Alors, comment créer cet espace-là pour qu'il soit informé? Vous voudrez, avant que Paul ne prenne la parole, vous voulez, par exemple, que le commun du citoyen qui amène au CHU et que, par exemple, par refus de traiter dans les temps opportuns que la personne décède, il va se dire, on m'a dit qu'il faut l'amener en justice. Ok, quelle justice? Normalement, c'est l'État. Donc ça doit être la justice administrative. D'abord, il entend que c'est l'État. Le Togolais n'ira pas. Maintenant, justice administrative, elle n'est même pas fonctionnelle. Et nous sommes en train, c'est vrai au niveau du CACIT, de faire tout et tout pour que ça soit opérationnel. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Et nos presses gagneraient vraiment à publier des choses dans ce sens-là, pour informer les gens. Ce n'est pas simplement de mettre des débats politiques sur 3, 4, 5 pages. Donnez-nous au quotidien les règles élémentaires. Par exemple, lorsque il pleut et qu'il y a de l'inondation, prenez avec l'incendie qu'il y a eu au Ghana, c'est parce qu'il y a eu sous-information liée au fait que beaucoup ne savent pas comment réagir dans certaines situations. Que les médias s'attachent maintenant à communiquer autour de ce dont nous avons besoin en tant que citoyens pour améliorer notre quotidien. Parce que le gouvernement apparemment ne semble même pas nous regarder. Mais au moins ce minimum-là, on peut se le faire ensemble. Oui, monsieur Niaoui. En fait, votre question est fondamentale. Il faut un minimum pour que l'espace de liberté ait un contenu et profite à tout le monde. Il a évoqué tout à l'heure la justice administrative. Nous savons que le poste de médiateur de la République, depuis, je crois, 2001, a été suspendu, non pourvu, jusqu'au moment où Mme Awanana l'occupe actuellement, et qu'on la charge qu'on la surcharge actuellement avec d'autres questions qui sont également de grande ampleur. Et donc, à notre avis, il n'y a pas un répondant. Parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile, si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de portes d'entrée que nous cherchons encore en tant qu'institution. Et donc, je me pose de questions, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc, pour cet ensemble de questions, à notre avis, il faut faire des réformes
à la fois administrative, il faut éduquer, donc davantage sensibiliser les citoyens, les éduquer aux valeurs citoyennes afin que les comportements changent, afin que lorsque quelqu'un trouve quelque chose d'anormal, qu'il soit en mesure d'interpeller et que la personne ou l'institution interpellée puisse avoir la capacité d'écoute et de réaction pour apporter des solutions. Nous sommes dans une situation de léthargie qui profite à personne, mais qui contribue à remonter le degré de frustration. Et donc, à partir du moment où les citoyens sont frustrés, ils sont incapables de faire un certain nombre de choses. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la valeur travail. Lorsqu'on le dit, ça donne un contenu. La seule chose qui libère, on nous l'a toujours enseigné depuis le cours primaire, c'est le travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais se mettent véritablement au travail? Non. Il y a beaucoup, lorsqu'on le voit, on se dit, mais peut-être même c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il faut être militant d'un parti ici et là, et donc de jour au lendemain, tu gagnes ton pain. Il y a des gens qui ne savent même pas, lorsqu'on voit peut-être M. Niaoui et autres, ou même Paul Amegapo, croire que c'est qu'ils travaillent peut-être réellement dans le domaine où il se trouve pour opérer des changements à la fois individuels et peut-être dans sa famille, dans son ménage et dans sa collectivité. Est-ce que tous les Togolais sont en même d'être attentifs à ces appels si les questions simples d'ordre général, surtout politique, parce que c'est le moteur, à partir du moment où on lève les voiles sur un certain nombre de questions, qu'on donne la liberté et qu'il y a un certain nombre de questions politiques qui n'interpellent plus les citoyens, alors on oriente les énergies vers d'autres actions qui peuvent libérer. Lorsqu'on prend l'exemple de Rwanda, qui avait vécu les génocides, aujourd'hui c'est le pays cité comme pays de grandes réformes. Et notre réforme même de l'OTR est suffisamment inspirée du cas de Rwanda. Et nous souhaitons bon vent à l'OTR. Mais dans beaucoup de domaines, nous avons besoin de ces réformes. Au niveau de la santé, quand on le dit, ce n'est pas amener la jeune dame qui était réticente à prendre soin de sa compatriote qui coulait du sang. C'est parce que pour elle, il y a des règles établies. Il faut avoir le carnet. Si tu ne le vois pas, c'est le supérieur hiérarchique qui va la sanctionner le lendemain. Et donc, est-ce que c'est la norme qu'on veut? Laisse mourir quelqu'un sur les placards parce que même si la personne pourrait acheter un carnet de 600 francs, il n'a pas le temps